Alchimie sur la négociation. Valérie et François s'entendent à merveille pour les décisions importantes. Mais quand arrive le temps de planifier leurs loisirs, ça accroche. Elles détestent bousculer l'horaire de leurs jeunes enfants et devoir gérer les crises dues à la fatigue des petits lors des soupers entre amis. Lui trouve qu'à refuser toutes les invitations qui ne cadrent pas avec leurs horaires, finiront par ne plus avoir de vie sociale. Une éternelle négociation qui parfois se passe bien, parfois difficilement. J'ai tendance à me braquer et à dire non trop vite, alors que François accumule les frustrations jusqu'au point où il explose, confie Valérie. Une chance qu'on est sur la même longueur d'onde pour les sujets importants, l'éducation des enfants ou les priorités financières, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Voici un extrait d'une jolie réponse de Laura au poste de Cindy lors d'un échange des papillons dans le château des Chrysalides. Bonsoir Cindy. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Si on n'est pas sur la même fréquence, la même vibration à un moment donné, ça ne sert à rien d'essayer de trouver des compromis, la mayonnaise ne prendra pas. Je te souhaite la bienvenue au château des Chrysalides. Petite présentation rapide si tu es nouvelle afin que tu comprennes l'alchimie que je te présente. Le château des Chrysalides est une école virtuelle sur l'amour. Chaque semaine, les beaux papillons préparent une recette sur une matière liée à l'amour. Cette semaine, nous avons étudié les phases du deuil que tu devras accomplir suite à une rupture amoureuse. Toutes les recettes des papillons sont réunies dans un chaudron. Je récupère le chaudron le vendredi soir. J'analyse les préparations et j'y ajoute ma magie amoureuse pour t'offrir ma meilleure alchimie. Je m'appelle Yaya. J'enseigne, je protège et j'accompagne mes papillons. Je suis le dragon du château des Chrysalides. Ma mission de vie, accompagner un maximum de femmes à résoudre une situation amoureuse inconfortable. Définition de la négociation. La négociation est à la base de tous les modes de prévention et de règlement des différends. Elle repose sur la communication et la discussion volontaire entre deux ou plusieurs personnes pour régler un différend. Vivre à deux, c'est prendre une foule de décisions, donc négocier sans arrêt. Pour certains, cela se fait naturellement, pour d'autres, c'est plus ardu. Voici quelques conseils pour maîtriser cet art délicat. Bien négocier est essentiel pour faire durer notre couple, mais c'est pas toujours simple, hein. C'est généralement plus facile avec des amis ou des collègues qu'avec notre conjoint. Nos attentes sont souvent plus élevées envers notre amoureux. On se dit que s'il nous aime vraiment, il acceptera ceci ou fera des compromis pour cela. Il faut dire qu'au quotidien, on a moins de choses à régler avec nos collègues et nos amis d'ailleurs, qu'avec notre amoureux. Les repas, l'entretien de la maison, l'éducation des enfants, les vacances, le budget, les rénovations sont au nombre de choses qu'on doit gérer avec lui. Ces négociations peuvent être difficiles parce que contrairement aux amis qu'on a, et qu'on a choisis d'ailleurs, on les a choisis parce qu'ils nous ressemblent, alors que notre petit ami, on l'a souvent choisi parce qu'il est différent. Voici maintenant les 6 règles d'or de la négociation. La règle d'or numéro 1, apprendre à se connaître. Comprendre comment chacun réagit facilite les négociations. Karl et Chantal, en couple depuis 11 ans et parents de 2 jeunes enfants, en savent quelque chose. Lorsque Chantal me soumet une idée ou un projet, je refuse toujours, lance Karl. Peu importe le moment ou l'endroit, ce ne sera jamais le bon, je déteste le changement. Heureusement, ma femme me connaît bien. Elle amène son idée et me laisse la rejeter sans argumenter. Elle sait que j'ai besoin de temps pour laisser mijoter tout ça. J'y pense, j'en parle avec des amis et quelques jours plus tard, je reviens vers elle avec une décision, en règle générale positive la plupart du temps. La règle d'or numéro 2. Bien se préparer. Les conjoints heureux prennent la responsabilité de leurs besoins et de leurs désirs, en faisant ce qu'il faut pour les satisfaire. Ensemble depuis 19 ans et parents de 2 enfants, Mélissa et Patrick l'ont bien compris. Si mon conjoint me soumet un projet, je sais qu'il a fait ses devoirs et qu'il sait où il va, nous dit Mélissa. Quand il a voulu agrandir le patio, par exemple, il est arrivé avec un budget et un plan. On ne s'est pas entendu sur l'emplacement de l'escalier, c'est vrai, mais en consultant nos amis, on a trouvé la solution parfaite. Pour elle, négocier dans le couple ou au travail requiert les mêmes qualités. Quand tu te présentes à ton patron, si tu es convaincu que ton idée est bonne, qu'elle est claire, que tu as un budget et un échéancier, il y a de bonnes chances qu'elle soit acceptée. C'est pareil dans le couple.
Règle d'or numéro 3. Choisir le bon moment. Si pendant la préparation du repas, un enfant nous demande de l'aider dans un travail scolaire, on lui dit de revenir nous voir un peu plus tard dans la soirée. La même logique s'applique pour les négociations dans le couple. Si l'un ou l'autre est trop fatigué, occupé ou préoccupé, on reporte la conversation, idéalement à un moment précis, comme lors d'une soirée ou le lendemain au restaurant. Mais jamais au lit. Cet endroit doit demeurer un lieu de détente et de jeu. La règle d'or numéro 4. Alterner le pouvoir. Je vais utiliser l'image d'un jeu pour illustrer les différences de règles dans un couple. D'un côté, l'un des conjoints dépose des pièces d'un jeu d'échecs, tandis que l'autre celle d'un jeu de dames. Quand un joueur avance un pion, l'autre lui dit que ce n'est pas les règles. Ce n'est pas du tout les règles qu'il faut jouer. Si chacun insiste pour jouer à son jeu, rien ne va plus. La solution à cette impasse, c'est de jouer une fois aux échecs, puis aux dames. C'est-à-dire de décider à tour de rôle, comme le font Isabelle et Sébastien. Lors des dernières rénovations, c'est Isabelle qui a pris toutes les décisions pour la décoration de la cuisine, et je ne suis pas intervenu. Pour la salle familiale, c'est moi qui ai pris toutes les décisions en main, explique Sébastien. Règle d'or numéro 5. Créer un conseil des ministres. Le couple peut déléguer les pouvoirs à chacun des conjoints dans différents domaines. C'est ce que font Mélissa et Patrick. Mon homme dit que c'est moi qui décide de tout, mais en réalité, nous avons chacun nos champs de compétences. La décoration et l'éducation des enfants sont sous ma gouverne, tandis que les rénovations et la voiture sont sous la sienne, explique Mélissa en précisant que les décisions importantes concernant les enfants ou impliquant de gros montants d'argent sont toujours prises à deux. Règle d'or numéro 6. Accepter de ne pas toujours s'entendre. Les couples qui vont bien n'essaient pas d'établir un consensus à tout prix. Ils reconnaissent que parfois il n'y a pas de solution et savent se montrer satisfaits malgré tout. Ils acceptent que, sur certains terrains, ils auront toujours des opinions différentes ou en désaccord. Ils préfèrent être heureux plutôt que de gagner chacun leur tour des points. On n'arrive pas à s'entendre, attention aux tactiques de repli pour exprimer notre désaccord. Voici ce qu'il faut absolument éviter de faire lors d'une négociation. 1. Bouder. C'est une façon de dire « j'ai raison, tu as tort ». Il s'agit d'une forme d'agressivité passive, dangereuse dans la relation. Les échanges deviennent utilitaires et avec le temps, l'intimité du couple est compromise. Si on a besoin de prendre du recul, mieux vaut dire à l'autre qu'on veut être tranquille pour reprendre notre souffle. 2. Insulter. Un couple qui vit une dispute se met en danger si les conjoints se lancent une insulte, font des sous-entendus culpabilisants ou deviennent violents verbalement ou physiquement. Lynn et Joël, ensemble depuis 15 ans et parents de 3 enfants, ont appris à exprimer leur colère en gardant un certain contrôle émotionnel. Nous exprimons nos sentiments, nos désirs et nos besoins beaucoup plus clairement. Nous avons surtout compris l'importance d'écouter l'autre et de le laisser nous répondre. S'obstiner. On s'accroche à des broutilles. Ces petites luttes quotidiennes sur qui a tort ou a raison, sur le comportement de l'autre au volant ou sa manière de faire la cuisine par exemple, risquent d'user notre couple. On doit choisir ce qui est important et lâcher du lest sur ce qui ne l'est pas. Quand on commence à s'obstiner, il faut savoir s'arrêter avant que cela devienne trop chargé en émotions. 4. Se résigner. Il arrive que l'un ait plus de poids que l'autre lors des négociations. Si ce dernier ravale toujours ses émotions, il va exploser un jour, ça c'est certain. Ce couple doit apprendre à négocier, faute de quoi il court vers l'échec. Plusieurs couples maintiennent un climat de désaccord perpétuel. Ils ne sont pas heureux dans leur relation, se résignent et vivent dans l'indifférence. C'est à mon avis une attitude très malsaine. Point numéro 5, menacer. Il est peut-être tentant d'utiliser cette technique comme monnaie d'échange lors des négociations conjugales, du genre « Tu ne veux pas qu'on aille dans le sud ? Tu n'auras pas ton abonnement au golf cet été. Tant que le sous-sol n'est pas réparé, on ne change pas de voiture. » Et encore là, c'est sans parler de ceux qui se servent du sexe comme monnaie d'échange. La sexualité et l'argent sont des zones de pouvoir. Il n'est pas envisageable d'avoir ce comportement très malsain dans un couple, à moins qu'il ne s'agisse d'un jeu. Et si c'est le cas, nous y reviendrons dans mes conseils en fin de vidéo. Voici ce qui est vraiment non négociable. Apprendre à négocier est essentiel dans le couple, mais il est important de le faire dans le respect de nos limites.
Certaines choses, comme la fidélité ou l'honnêteté, sont beaucoup moins négociables. Je fais maintenant référence au poste de Cindy qui nous rapporte dans ses écrits: oui, on peut négocier, discuter pour apporter un plus à une relation. Non, le respect n'est pas une option, bien une obligation. Sinon, fuyez pour votre propre bien-être. Sur le champ des principes, il n'y a pas de place pour la négociation. Heureusement, on ne choisit pas notre conjoint uniquement parce qu'il a des goûts différents des nôtres, mais aussi pour des valeurs communes. Voici mes conseils pour les papillons du château des Chrysalides. Conseil numéro 1. Ne pas forcer le respect. Une négociation peut devenir un rapport de force. Tant que ton partenaire utilise des idées, des points de vue et que le respect est présent, tout va bien. Mais si ton partenaire utilise l'intimidation ou la force dans une négociation pour te faire plier, dans ce cas, ce n'est plus une négo, mais une domination. Et dans ce cas toujours, il t'impose ses attentes et ne te respecte pas. Conseil numéro 2. Changer pour l'autre. Ce qui n'est pas négociable, c'est l'entrave de tes principes ou valeurs, tout ce qui fait partie de tes fondements, comme ta dignité, ta liberté, ou ta façon de t'habiller, ta façon d'être, d'exister dans ta famille ou devant tes amis. Conseil numéro 3. Tes amis ou ton ex ne sont pas négociables. Si avec tes amis les choses sont claires, notamment si l'entente est cordiale entre toi et ton ex pour le bien des enfants, rappelons que ces enfants souffrent de voir leurs parents se déchirer ou s'éviter, et oui, on ne peut pas demander à un oiseau de choisir entre son aile droite et son aile gauche. Quand un de tes partenaires arrive dans ta vie, il doit te prendre avec ton cercle de relations. Tu as un passé que tu ne dois pas renier, que tu dois plutôt défendre. Dans le cas contraire, en cas de rupture, le risque de te retrouver seul va être très important parce qu'il va être difficile pour toi de revenir vers des gens que tu as reniés dans le passé pour faire plaisir à ton ex. Conseil numéro 4. Je vais changer. Vous avez certainement déjà entendu après une rupture « je vais changer, je te jure que je vais changer ». Restez lucide, il ne changera pas. Quelqu'un qui a pris des décennies à se construire avec ses joies, ses peines, ses rêves, ses traumatismes, ses bonheurs, son éducation, sa vie sociale, ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps pour qu'il devienne qui il est. Il lui est impossible de changer en quelques jours ou quelques semaines. Il peut au mieux se modifier, certes, il va le faire par amour, mais il ne changera pas. Et la question qu'il faut se poser, c'est pour combien de temps? Parce que chasse le naturel, il revient au galop. Ce qui fait qu'ensuite, vous allez vous retrouver dans la même situation qu'avant. Vous allez revivre exactement la même chose, à la différence que, il faudra recommencer tout votre travail de deuil, tout reprendre à zéro. Et j'en profite pour souligner qu'en général, quand une histoire n'a pas fonctionné une première fois pour des différences importantes, il y a peu de chances que ça refonctionne la fois d'après. Voilà, ça c'était juste une petite aparté au passage. Maintenant, je vais vous citer une anecdote sur une histoire que j'ai vécue avec une ex-petite amie. À une certaine époque, elle était mariée avec un homme très riche sur la banlieue lyonnaise. Et suite à de nombreuses négociations, il a réussi à lui faire changer d'avis. C'est-à-dire qu'il lui a demandé de s'habiller de façon très courte et sexy, d'avoir des décolletés plongeants et surtout de se faire refaire la poitrine. Au début, elle a refusé, elle n'était pas en accord avec ça, et puis par l'amour, elle a fini par accepter. Le problème, c'est que elle ne se reconnaissait plus, et puis surtout qu'elle avait du mal à vivre tous ces regards de désir des hommes qui l'entouraient lors des soirées entre amis ou les soirées professionnelles. Et elle a très très mal vécu cette époque, ces changements physiques et cette époque de sa vie. Et le jour où ils ont rompu, le jour où ils ont divorcé, enfin pas le jour même, mais quelques temps plus tard, elle lui a renvoyé les seins par la poste, ses prothèses par la poste. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, c'est vrai, mais elle me disait, écoute, moi, ça ne m'appartient plus, ça lui appartient, alors je lui rends. Depuis, elle a remis des tenues qui étaient beaucoup plus longues, beaucoup plus confortables, et puis elle s'est rendue compte qu'effectivement, en le retrouvant sa personnalité, elle retrouvait aussi son équilibre et sa lumière, et moi, quand je l'ai rencontrée, elle était comme ça, donc lumineuse, et même si elle avait plus ses attributs surgonflés devant elle, et qu'elle avait les seins détruits parce que l'opération derrière, ça n'enlevait rien à sa féminité. Voilà, donc on peut négocier des choses, mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas négocier, et l'intégrité corporelle en fait partie.
Conseil numéro 5, la négociation dans la sexualité. Certains hommes peuvent te demander des choses particulièrement sur le plan sexuel. Ok. Certes, le jeu ou les jeux de rôle, tout ça peuvent être très sympas. Ça peut pigmenter une sexualité, une relation sexuelle et entretenir une libido pendant de nombreuses années. En revanche, accepte seulement ce qui est aligné avec tes valeurs. Ne mets pas en péril ta dignité ou le respect de ton intégrité physique. Combien de femmes se sont retrouvées sur le trottoir par amour pour un homme ? Combien de femmes se sont vues obligées d'être offertes à d'autres hommes dans des clubs libertins parce que leurs maris l'ont décidé, comme si c'était des femmes objets. Si tes rapports avec ton partenaire se dégradent, il faut lui en parler, c'est une évidence. Mais il faut négocier dans le respect de ton corps, de ton plaisir, in fine de l'amour que tu partages avec lui. Garde à l'esprit que faire l'amour est une communication physique. Juste une communication physique, il y en a 3. La première est visuelle, la deuxième est verbale et la troisième est physique. Ce n'est qu'une communication, mais cette communication est importante. Elle doit exprimer de l'amour, elle ne doit pas exprimer du vice. N'accepte pas ce qui réprime tes principes, sous prétexte qu'il a tous les droits sur toi. En vérité, il n'en a aucun. Il n'a aucun droit sur toi. Les meilleurs compromis, ce sont les plus difficiles, mais il est important que le couple s'y retrouve, avec une solution gagnant-gagnant. Peut-être pas à chaque fois, mais au moins une fois de temps en temps. Les meilleures négociations sont celles où ton esprit, ton corps et ton cœur sont alignés. Celles que tu peux accepter sans trop de compromis. Vivre à deux n'est pas simple au départ, parce qu'ensuite nous évoluons. Nos besoins, nos attentes et nos désirs changent. Heureusement, à 50 ans, on ne pense pas comme à 40 et à 40 comme à 30. Donc la négociation dans de nombreux domaines sera donc inévitable. À toi de réussir à sortir tes marrons du feu pour faire durer l'amour que tu te donnes et que tu lui donnes. Cette vidéo prend fin et avant tout, je tiens à remercier tous les papillons du château des Chrysalides et plus particulièrement à celles qui m'ont aidé à réaliser ce podcast. J'ai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine sur les prochaines phases du deuil, donc la tristesse. Ensuite, nous verrons la dépression, l'acceptation et le pardon pour finaliser cette phase importante. Merci mes jolis papillons d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En prenant conscience que l'amour peut être éternel, nous devons prendre conscience que l'histoire d'amour est un cycle qui peut durer une nuit ou une vie. En revanche, si nous regardons la réalité en face, il est bien de garder en mémoire qu'il y aura inévitablement une rupture du regard, du toucher, de la verbalisation ou de la présence qui se présentera à nous. Et à ce moment-là, nous devrons entrer dans nos phases de deuil. Elles peuvent se présenter dans le désordre et leur durée est variable. Si tu es dans cette situation, je peux te faire gagner un temps fou pour finaliser tes phases de deuil en douceur et te redonner confiance en toi, aux autres et en l'amour. Au Château des Chrysalides, nous réalisons actuellement une étude de toutes ces phases, le déni, la colère, la négociation et à venir la tristesse. Tu bénéficies de mes conseils et de mon accompagnement pour redéployer tes ailes, reprendre ta vie affective en main. Nous interagissons mieux avec ce que nous connaissons et ce que nous acceptons. Prends soin de toi, je t'aime.